Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons aborder aujourd'hui la vascularisation du cœur. Le cœur, muscle creux, est le moteur principal de la circulation sanguine et ce muscle est lui-même vascularisé par un important réseau artériel constitué par les artères coronaires droite et gauche et leurs branches. Cette vascularisation du cœur est fondamentale pour son fonctionnement et les troubles de la vascularisation cardiaque, les insuffisances, constituent une pathologie d'une très grande fréquence avec les pathologies angineuses et les infarctus du myocarde qui signent des nécroses du muscle cardiaque lorsque des branches des artères coronaires sont altérées. On peut présenter globalement l'origine du système coronaire en représentant une vue de la base du cœur dont on aurait retiré les atriums droit et gauche, permettant de mettre en place le squelette fibreux sur lequel s'insèrent les valves atrioventriculaires et les valves artérielles et permettant de montrer ainsi la naissance du système coronaire. Nous plaçons ainsi l'anneau mitral sur lequel vont s'insérer les cuspides antérieures et postérieures de la valve mitrale. Nous plaçons à droite de l'orifice mitral l'orifice tricuspidien qui apparaît un peu plus large avec les trois cuspides de la valve tricuspide, les cuspides antérieures, postérieure et septale. En avant va se placer l'anneau aortique dont la valve va être constituée par des valvules semi-lunaires postérieures, droite et gauche, et enfin, en avant, viendra se placer ici l'anneau pulmonaire dont la valve du tronc pulmonaire est constituée des trois valvules semi-lunaires antérieures, droite et gauche. Ces orifices artériels et atrioventriculaires apparaissent réunis entre eux par une charpente fibreuse réalisant un squelette fibreux sur lequel vont s'insérer les fibres charnues constituées par les cardiomyocytes. Plus spécifiquement, des épaississements de ce squelette fibreux vont constituer les trigones droit et gauche du cœur, le trigone droit venant se placer entre les orifices aortiques et atrioventriculaires droit et gauche, le trigone gauche se plaçant entre les orifices pulmonaires, aortiques et mitral. À partir de ce squelette fibreux du cœur va apparaître un peu en perspective la paroi des ventricules qui ont été laissés en place, ventricules droit et gauche, dont on va représenter ici la couche la plus superficielle des cardiomyocytes. Cette vue de la base du cœur, dont les atriums ont été retirés, va donc permettre de montrer en particulier l'orifice de l'aorte avec la valve aortique et ses valvules semi-circulaires postérieures, que nous marquons ici, droite et gauche. Et c'est en particulier au-dessus des valvules semi-lunaires droite et gauche que vont naître les deux artères coronaires droite et gauche. L'artère coronaire droite va se porter vers la droite, l'artère coronaire gauche, après un court trajet, va se diviser, donnant l'artère circonflexe et l'artère interventriculaire antérieure. Nous décrirons dans un premier temps la distribution modale, c'est-à-dire une disposition équilibrée qui permettra de définir chacune de ces artères coronaires
et les branches, ce qui permettra de définir le territoire, sachant que la distribution équilibrée, modale, représente environ 30% des individus. Car en effet, il existe une grande variabilité de la distribution de ce système coronaire, avec des dominances droite et gauche, dans lesquelles l'une ou l'autre des artères coronaires aura un territoire plus étendu. Nous finirons ce cours avec quelques mots sur le retour veineux. Pour mettre en place le système coronaire, nous allons construire simultanément deux vues du cœur, cette vue que vous connaissez et que vous avez étudiée lorsque nous avons mis en place la morphologie externe du cœur. Il s'agit tout d'abord d'une vue antérieure avec une orientation crâniale et gauche, et ensuite une vue postérieure. Sur la vue antérieure qui nous montrera donc la face sternocostale du cœur, nous pouvons placer du côté droit la veine cave supérieure qui va venir s'aboucher au niveau du pôle supérieur, du pôle crânial de l'atrium droit. L'atrium droit va voir sa paroi antérieure prolongée ici par une petite expansion qui est l'auricule droite dont nous sectionnons ici la pointe, ce qui va nous permettre de dégager la partie initiale du trajet de l'artère coronaire droite. Puis nous allons placer à droite de l'atrium droit la face antérieure sternocostale du ventricule droit, dont la partie haute va nous amener à l'infundibulum du tronc pulmonaire et au tronc pulmonaire que nous sectionnons ici. Et enfin, à gauche du ventricule droit, le ventricule gauche, séparé du ventricule droit par le sillon interventriculaire antérieur, et dont la pointe va venir constituer la pointe ou apex cardiaque. Issu du ventricule gauche va se détacher l'aorte thoracique que nous plaçons ici dans son segment ascendant. C'est bien de ce vaisseau que vont naître les artères coronaires droite et gauche. Vue antérieure ou sternocostale du cœur. La vue postérieure, lorsque nous retournons le cœur, orienté crânialement et à droite, va nous montrer, vous savez, la base du cœur qui est constituée par les deux atriums, la face postérieure des deux atriums droit et gauche. Nous plaçons dans un premier temps ici l'atrium gauche qui se présente sous la forme d'une poche aplatie dans le plan frontal et qui vient recevoir en arrière les quatre veine pulmonaire gauche, supérieure et inférieure, veine pulmonaire droite, supérieure et inférieure. À droite de l'atrium gauche, l'atrium droit se présente sous la forme d'une cavité ovoïde à grand axe vertical, recevant au niveau de son pôle crânial la veine cave supérieure et recevant au niveau de son pôle caudal la veine cave inférieure. Au-dessus de l'atrium gauche émerge ici le tronc pulmonaire dont nous plaçons les deux branches de division, les artères pulmonaires droite et gauche, et l'ensemble vient ici être surcroisé par l'aorte thoracique ascendante avant que celle-ci ne vienne former sa crosse pour passer vers l'arrière. L'auricule gauche va constituer une expansion développée aux dépens de la paroi latérale de l'atrium gauche et vient coiffer le bord gauche du ventricule gauche, dont nous voyons ici la face gauche puis la face inférieure, séparée de la face inférieure ou postérieure du ventricule droit par le sillon interventriculaire postérieur. À partir de ces deux vues, nous allons donc pouvoir mettre en place le système coronaire et nous allons démarrer par l'artère coronaire droite. L'artère coronaire droite que nous représenterons ici dans
cette couleur, nous essaierons de respecter un code couleur pour bien individualiser les différents segments du réseau coronaire. L'artère coronaire droite prend son origine au niveau de la partie initiale de l'aorte thoracique ascendante. Là où l'aorte ascendante apparaît un peu dilatée, c'est le sinus aortique ou sinus, décrit par Valsalva. Elle se porte vers l'avant et va venir se placer en arrière de l'auricule droite qui la masque un instant, puis en dessous de l'auricule droite, l'artère coronaire droite va venir présenter un trajet sinueux dans la partie antérieure du sillon coronaire. Ce trajet l'amène à croiser la face sternocostale du cœur et à venir se retrouver alors en arrière au niveau de sa face diaphragmatique où elle va contourner le pôle inférieur de l'atrium droit en passant en avant de la veine cave inférieure et venir se retrouver alors au niveau de la réunion des sillons, là où le sillon interventriculaire postérieur rejoint la partie postérieure du sillon coronaire. À cet endroit, l'artère coronaire droite se termine pour donner vers la face diaphragmatique du cœur l'artère interventriculaire postérieure, artère interventriculaire postérieure, et poursuivant son trajet dans le sillon coronaire, l'artère rétroventriculaire ou rétroventriculaire postérieure. Tout au long de son trajet, l'artère coronaire droite va donner des branches collatérales. Nous avons tout d'abord, dans le segment initial de cette artère, le rameau droit de l'infundibulum pulmonaire et venant contourner ici la partie distale de la veine cave supérieure, l'artère du nœud sinu-atrial. Artère du nœud sinu-atrial. Le nœud sinu-atrial constitue un amas de cellules de cardiomyocytes, de cellules musculaires qui présentent une différenciation particulière, une spécialisation donnant à cet amas de cellules une propriété contractile, automatique. C'est le point de départ de la contraction automatique du cœur, telle que je vous l'expliquerai la prochaine fois. La vascularisation de cet amas de tissu nodal est particulièrement important et les atteintes de ce nœud sinu-atrial expliquent les troubles du rythme cardiaque qui peuvent compliquer les atteintes, les infarctus de l'artère coronaire droite. Puis l'artère coronaire droite va donner dans son trajet antérieur, sternocostal, un rameau pour l'auricule droite, des rameaux ventriculaires droits antérieurs, qui vont donc venir vasculariser la face antérieure du ventricule droit, une artère atriale droite antérieure pour la face antérieure de l'atrium droit. L'artère coronaire droite va donc tenir sous sa dépendance la face antérieure du ventricule droit et l'atrium droit. Lorsque la coronaire droite va croiser le bord droit du cœur et venir se placer à sa face postérieure, elle va donner des artères pour l'atrium droit encore. Il s'agit ici de l'artère atriale droite intermédiaire qui va vasculariser la face latérale et la face postérieure de l'atrium droit. Il s'agit de la branche ventriculaire droite postérolatérale qui va venir vasculariser la face latérale et postérieure du ventricule droit. Et enfin, lorsque la coronaire droite arrive et se termine, elle va donner un rameau important, rameau qui naît au niveau de la réunion du sillon interventriculaire postérieur et du sillon coronaire,
et qui va perforer la surface du cœur pour venir gagner le nœud atrioventriculaire qui se présente comme une structure de tissu nodal dans les voies de la conduction et de la contraction automatique du cœur. Ainsi, le nœud atrioventriculaire et le nœud sinuatrial sont dans la distribution équilibrée, dans la définition modale de la vascularisation du cœur, tous deux vascularisés par des branches issues de l'artère coronaire droite. Une fois qu'elle s'est terminée, l'artère coronaire droite va donner l'artère interventriculaire postérieure et l'artère rétroventriculaire postérieure. L'artère interventriculaire postérieure va, tout au long de son trajet, donner des artères septales interventriculaires postérieures, artères septales interventriculaires postérieures, qui sont des artères qui vont perforer le sillon interventriculaire postérieur et venir assurer la vascularisation du tiers postérieur du sillon interventriculaire et des muscles papillaires. Ceci peut se concevoir de la manière suivante. Si vous imaginez une coupe transversale qui passe par les deux ventricules. Vous avez du côté droit, l'orientation sera antérieure vers le haut et gauche vers la droite du tableau. Vous avez donc sur cette coupe la paroi ici et la cavité ventriculaire droite que nous représentons avec un muscle papillaire qui sont ces piliers sur lesquels se fixent les cordages fibreux qui permettent de maintenir, d'assurer la continence, je les représente comme ceci, la continence des valves de l'orifice atrioventriculaire, ici atrioventriculaire droit, et nous avons du côté gauche la cavité ventriculaire gauche. Vous avez en avant le sillon interventriculaire antérieur, en arrière le sillon interventriculaire postérieur, dans lequel nous plaçons ici l'artère interventriculaire postérieure issue de la coronaire droite, dont nous montrons ici une branche septale interventriculaire postérieure, assurant l'innervation, la vascularisation du tiers postérieur du septum interventriculaire, mais également, ce que l'on peut montrer comme ceci, des muscles papillaires. Et ceci explique dans les infarctus septaux la possibilité de nécrose des muscles papillaires et de rupture de ce système anti-reflux assuré par les muscles papillaires et les cordages fibreux qui s'y insèrent. Artère coronaire droite. L'artère coronaire droite se distribue donc ainsi à la face antérieure du ventricule droit, à l'atrium droit et à la face latérale et inférieure du ventricule droit, de même qu'au tiers postérieur du septum interventriculaire. L'artère coronaire gauche, quant à elle, est une artère qui, juste pour revenir un instant sur cette artère coronaire droite, l'artère coronaire droite, on peut la représenter ici, naissant donc de l'aorte au-dessus de la valvule semi-lunaire droite de la valve aortique et présentant dans un premier temps un trajet dans le sillon coronaire et arrivant à la réunion du sillon coronaire et du sillon interventriculaire postérieure pour devenir artère interventriculaire postérieure. Voici le trajet de la coronaire droite. L'artère coronaire gauche, quant à elle, naît du sinus aortique au-dessus de la valvule semi-lunaire gauche de la valve aortique. Cette artère coronaire gauche va avoir un court trajet qui va l'amener à passer en arrière du tronc pulmonaire pour venir se retrouver à la partie haute du sillon interventriculaire
antérieure, où l'artère coronaire gauche se termine et donne deux branches terminales que seront l'artère interventriculaire antérieure, d'une part, et l'artère circonflexe, d'autre part. Alors, avec ma dyschromatopsie légendaire, je vais essayer de ne pas confondre les couleurs. C'est très compliqué pour moi de voir les différentes nuances que je distingue très mal. C'est ce qu'on appelle être daltonien, ce qui pour un anatomiste est quand même un comble. L'artère coronaire gauche, avant sa terminaison en artère circonflexe et interventriculaire antérieure, va donner deux rameaux collatéraux, deux branches collatérales, une branche qui se destine à l'infundibulum du tronc pulmonaire, c'est la branche gauche de l'infundibulum pulmonaire, et elle donne également souvent une petite branche pour l'auricule gauche qui coiffe ici le bord gauche du ventricule gauche. Parfois, dans environ 30% des cas, l'artère du nœud sinuatrial naît de la coronaire gauche, ce qui représente donc, ce qui ne représente pas le cas le plus fréquent. Le plus fréquemment, cette structure de tissu nodal étant vascularisée par la coronaire droite. Arrivé à la partie haute du sillon interventriculaire antérieur, l'artère coronaire gauche se termine pour donner l'artère interventriculaire antérieure et l'artère circonflexe. L'artère interventriculaire antérieure, je vais donc changer ici de couleur, va cheminer à la face antérieure, sternocostale du cœur, et va présenter un trajet sinueux dans le sillon interventriculaire antérieur jusqu'au niveau du bord inférieur du cœur où cette artère interventriculaire antérieure va croiser la face sternocostale du cœur et se retrouver dans le sillon interventriculaire postérieur où elle va rejoindre l'artère interventriculaire postérieure, branche terminale de la coronaire droite. Dans son trajet, l'artère interventriculaire antérieure va donner des artères pour la face antérieure du ventricule gauche. Ce sont des artères ventriculaires gauche antérieures, dont une peut être plus importante, plus volumineuse, et donner ce que l'on appelle l'artère diagonale. Mais surtout, l'artère interventriculaire antérieure va donner 5 à 6 rameaux qui vont perforer ici la face sternocostale du cœur et venir assurer la vascularisation des 2 tiers antérieurs du septum interventriculaire, ce que je marque ici, et participer à la vascularisation des muscles papillaires. Artère interventriculaire antérieure. Ici, il s'agissait de la coronaire droite par son rameau interventriculaire postérieur. L'artère circonflexe est la dernière artère que nous avons à décrire. Cette artère va donc naître de la ramification de l'artère coronaire gauche. Elle va se porter dans le sillon coronaire, donc vers la gauche, et je vais la placer ici, et va venir se placer dans la partie gauche du sillon coronaire qu'elle va venir parcourir de l'avant vers l'arrière pour s'anastomoser, pour venir se terminer en s'anastomosant avec le rameau rétroventriculaire postérieur issu de l'artère coronaire droite. Artère circonflexe que nous plaçons donc ici, que nous retrouvons ici à la face antérieure,
à la face inférieure du cœur et qui donc va rejoindre le rameau rétroventriculaire postérieur de la coronaire droite. Cette artère circonflexe va dans son trajet donner une branche pour le bord gauche du cœur. Il s'agit de l'artère marginale gauche, artère marginale gauche qui correspond, qui est l'équivalent de la marginale droite issue de la coronaire droite et qui borde ici le bord inférieur du cœur. J'avais oublié de la signaler, vous voudrez bien m'en excuser. Lorsqu'elle a contourné le bord gauche du cœur, l'artère circonflexe donnera des rameaux pour l'auricule gauche, pour la face postérieure de l'atrium gauche et 2 ou 3 artères ventriculaires gauche pour la face gauche et la face postérieure du ventricule gauche. Artère circonflexe. Ainsi, globalement, l'artère coronaire gauche va avoir sous sa dépendance le ventricule gauche, sa face antérieure, sa face gauche, sa face inférieure, l'atrium gauche et l'auricule gauche, et par ses branches septale interventriculaire antérieure, elle va assurer la vascularisation des 2/3 antérieurs du septum interventriculaire et la vascularisation des muscles papillaires. Alors cette distribution que je viens de vous décrire, qui est une distribution modale ou distribution équilibrée entre les territoires droit et gauche, et celle qui est conforme à la nomenclature anatomique internationale, c'est-à-dire qu'elle permet de définir les différents segments des artères coronaires et les branches collatérales qui en résultent. Mais cette distribution équilibrée ne représente que le cas de 30% des individus. Dans les autres cas, dans les autres 70%, existera une dominance. La dominance la plus importante étant la dominance droite. Et donc, qui représente à peu près 60% des cas. Et la dominance gauche est plus rare puisqu'elle va représenter environ 10% des sujets. Alors, de façon très schématique, comment ça se passe? Si on place de façon très rapide deux vues du cœur, deux vues schématiques, une vue antérieure, ici, sternocostale, avec donc les différents éléments que nous avions vus. Je ne prends pas de temps pour représenter des couleurs particulières. Et si nous plaçons ici la vue postérieure avec l'atrium gauche, l'atrium droit qui a donc cette forme tubulaire verticale, et si nous plaçons ici les faces postérieures des deux ventricules, eh bien, lorsqu'il existe une dominance droite, eh bien, tout se passe comme si l'artère, plaçons ici la partie terminale de la coronaire gauche, nous plaçons l'interventriculaire antérieur qui se place ici dans le sillon interventriculaire antérieur. Eh bien, dans les dominances droites, tout se passe comme si la circonflexe se terminait en donnant la marginale gauche. Tout le reste est pris en charge par le territoire coronaire droit. Ainsi, l'artère coronaire droite va donc cheminer dans la partie antérieure du sillon coronaire, va
arriver ici à la confluence des sillons, va devenir interventriculaire postérieur occupant tout le sillon interventriculaire postérieur, et le rameau rétroventriculaire postérieur va venir remplacer ici la circonflexe jusqu'au bord gauche du cœur. Et ainsi donc, dans les situations de dominance droite, eh bien, nous allons avoir une artère coronaire droite qui va avoir sous sa dépendance le tissu nodal, l'atrium droit, la face antérieure du ventricule droit, l'atrium gauche, la face postérieure du ventricule droit, du ventricule gauche et la face gauche ou face pulmonaire du ventricule gauche. Son territoire sera donc très étendu. Dans les situations de dominance gauche, eh bien là nous allons avoir une situation où et si je place ici une vue antérieure simplifiée sternocostale du cœur, eh bien là nous allons avoir dans les situations de dominance gauche une situation où c'est la coronaire droite qui se termine de façon très brève en devenant la marginale droite. Et c'est alors, je le représente sans le distinguer, eh bien la coronaire gauche qui va prendre tout le relais de la coronaire droite, et c'est en particulier eh bien l'artère circonflexe qui va reprendre le territoire rétroventriculaire postérieur et le territoire interventriculaire postérieur qui, normalement, est assuré par l'artère coronaire droite. Et dans ces cas de dominance gauche, qui représentent une minorité de sujets, eh bien, le territoire vasculaire de la coronaire gauche sera bien plus étendu que celui de l'artère coronaire droite. Alors, ces variations sont intéressantes à connaître et compte tenu de la grande fréquence des pathologies obstructives des artères coronaires. Donc la vascularisation du cœur est assurée par des artères coronaires qui tiennent leur nom car, prises cette fois-ci dans leur ensemble, eh bien, elles vont réaliser une couronne vasculaire autour du cœur. Ces artères naissent de la partie initiale dilatée de l'aorte thoracique, le sinus aortique ou sinus de Valsalva, la coronaire droite naissant au-dessus de la valvule semilunaire droite de la valve aortique, la coronaire gauche naissant au-dessus de la valvule semilunaire gauche de la valve aortique. Le territoire est variable selon la distribution équilibrée et selon les dominances droite ou gauche. L'obstruction progressive de ces artères par le phénomène du développement de plaques d'athérome, par exemple chez les fumeurs ou dans certaines pathologies, l'hypertension artérielle, le diabète, qui vont favoriser ces sténoses progressives des artères, eh bien, le muscle cardiaque ne sera plus suffisamment vascularisé et à des efforts de plus en plus minimes, eh bien, l'hypoxie cardiaque entraînera l'apparition de crampes. Ces crampes musculaires portent le nom d'angor, c'est l'angine de poitrine ou angor, et lorsque il existe une oblitération complète d'une artère coronaire ou d'un de ses territoires, eh bien le muscle cardiaque qui en dépend va nécroser, c'est ce que l'on appelle l'infarctus du myocarde. Quelques mots enfin du retour veineux du cœur. En effet, si la vascularisation artérielle est, d'un point de vue des applications cliniques, plus importante à connaître, eh bien sachez que s'il existe un apport artériel, il existe par définition un retour veineux, et le retour veineux du cœur se fait
par l'intermédiaire d'une veine principale que l'on appelle le sinus coronaire. Ce sinus coronaire, eh bien, nous l'avions déjà évoqué, puisque ce sinus coronaire s'abouche au pôle distal de l'atrium droit, un peu en dedans et en arrière de l'ostium de la veine cave inférieure, l'orifice d'abouchement du sinus coronaire étant muni d'une valvule non continente, la valve du sinus coronaire, qui permet de repérer le nœud atrioventriculaire par l'intermédiaire de ce point de repère que constitue le triangle de corps sur lequel je reviendrai la prochaine fois en plaçant le tissu cardionecteur. Alors si on représente ici une vue postérieure du cœur, eh bien, vous reconnaissez donc les différents éléments, l'atrium droit, l'atrium gauche, l'auricule gauche et la face postérieure des ventricules droit et gauche, avec ici le sillon interventriculaire postérieur. Eh bien, le sinus coronaire représente une veine qui se situe dans la partie postérieure du sillon coronaire. Cette veine va venir rejoindre l'ostium, le pôle inférieur de l'atrium droit et va s'aboucher dans cette cavité cardiaque avec la veine cave inférieure dont l'abouchement est proche. Le sinus coronaire prolonge une veine que l'on trouve à la superficie du cœur et qui est la grande veine du cœur. Alors si on reprend un instant les vues ici sur lesquelles nous avions représenté le réseau artériel, eh bien la grande veine du cœur est une veine qui va naître ici au niveau de la face sternocostale du cœur dans la région du sillon interventriculaire antérieur. Cette grande veine du cœur chemine de bas en haut, accompagne l'artère interventriculaire antérieure et va recevoir des veines ventriculaires gauches par son flanc gauche. La grande veine du cœur va ensuite s'infléchir et va venir suivre comme ceci, l'artère circonflexe va croiser le bord gauche du cœur, recevant au passage la veine marginale gauche, et va alors, cette grande veine du cœur, venir se trouver à la face postérieure du cœur, où elle va se prolonger directement à plein canal par le sillon coronaire. La grande veine du cœur et le sillon coronaire vont recevoir la veine moyenne du cœur qui chemine dans le sillon interventriculaire postérieur, où elle accompagne l'artère interventriculaire postérieure, branche terminale de l'artère coronaire droite, et elle va également recevoir, venant de la droite, la petite veine du cœur qui est un vaisseau que l'on peut placer ici, qui chemine au niveau de la face antérieure sternocostale du cœur, satellite de l'artère marginale droite, et qui croise alors la face sternocostale du cœur pour venir se retrouver en arrière, accompagnant la coronaire droite et rejoignant le sinus coronaire juste avant que celui-ci ne s'abouche dans le pôle inférieur de l'atrium droit. Donc le système du sinus coronaire et des veines qu'il draine, la grande veine du cœur, la veine moyenne du cœur et la
petite veine du cœur, représente le principal système de drainage veineux du cœur, recevant des veines ventriculaires, atriales, droite, gauche, etc. Et ceci avec une grande variabilité. À côté de ce système du sinus coronaire, le sang veineux du cœur va enfin être drainé par deux derniers types de veines, que sont les veines cardiaques antérieures, qui représentent 3 à 4 veines situées à la face antérieure du ventricule droit et qui vont perforer la paroi cardiaque pour venir se drainer, s'aboucher directement dans l'atrium droit. Enfin, les veines minimes du cœur représentent des veines de petit calibre qui vont venir se vider dans les 4 cavités cardiaques, et ce, de manière complètement autonome et avec une grande variabilité, ce système représentant un système de faible importance dans le cadre du retour veineux du cœur. Voilà donc ce que je voulais vous dire à propos de la vascularisation du cœur. Le cœur, donc, muscle qui se contracte tout au long de la vie, c'est la palissade, moteur de la circulation cardiaque, mais de la circulation sanguine, et lui-même l'objet d'une riche vascularisation. Vascularisation qui est donc assurée par les artères coronaires qui réalisent ce réseau en couronne autour du squelette fibreux du cœur et dont le débit est absolument essentiel pour un bon fonctionnement de cet organe. Pour terminer, une petite particularité physiologique de la circulation coronaire est que les artères coronaires représentent le seul système vasculaire dans lequel le sang progresse dans l'arbre circulatoire, non pas pendant la systole, mais pendant la diastole. En effet, lorsque dans la circulation générale, la progression de la colonne sanguine se fait lorsque le ventricule se contracte, la contraction ventriculaire permettant de chasser le sang vers l'aorte et donc de faire progresser le sang dans les tissus. Mais lorsque le cœur, lors de la systole, se contracte, eh bien, les artères coronaires et surtout les branches qui naissent des artères coronaires vont être comprimées et donc il y aura une résistance rhéologique qui fera que le sang ne pourra pas progresser au sein du myocarde pendant la phase de systole. C'est au contraire pendant la diastole que le sang va circuler dans le système, dans le réseau coronaire, et ceci est permis par un système, par la morphologie des valvules semilunaires de la valve aortique. Si on représente ici l'origine de l'aorte thoracique, avec donc l'aorte ascendante, ici la coronaire droite, ici la coronaire gauche, et donc en amont de l'origine des artères coronaires, les valvules semilunaires, droite et gauche, de la valve aortique. Eh bien, lors de la diastole, la valve aortique se ferme et le poids de la colonne sanguine va reposer sur la charpente fibreuse solide, renforcée au niveau de sa périphérie et au niveau de son nodule central, empêchant donc le reflux de sang de l'aorte vers le ventricule gauche qui se situe en dessous. Et c'est donc le poids de la colonne sanguine qui va permettre au sang de pénétrer dans les artères coronaires. Et c'est ainsi le poids de la colonne sanguine qui s'exerce sur la valve aortique lors de la diastole qui va mettre en circulation le sang dans le réseau des artères coronaires. Ça correspond donc à une petite exception dans le cadre de l'appareil circulatoire. Ce cours est très important en pratique médicale car les complications de l'athérome représentent une pathologie extrêmement fréquente et représentent dans nos pays développés une cause encore
très importante de morbidité et de mortalité, même s'il me semble qu'aujourd'hui, la mortalité par cancer a supplanté la mortalité par pathologie cardiovasculaire dans nos pays. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne journée et le prochain cours sera consacré à l'étude de l'inertie